Alors tout d'abord, avant de dire que des méchancetés autour des implants, je voudrais vraiment dire que c'est une méthode de référence pour remplacer les dents absentes. Qu'on a des résultats à long terme excellents, mais évidemment on a des complications et on va voir ça ensemble. Les complications à long terme, quand on regarde le travail de Paul Rosen en 2013, on a des complications sur les tissus mous, sur les pertes osseuses, des complications esthétiques et des complications prothétiques. Alors les complications peuvent aller aussi jusqu'aux fractures de l'implant, c'est rare mais ça arrive, dévissage ou fracture de la vis. L'étiologie, ça peut être par rapport aux mises en charge, on ne va pas passer dans les débats éternels de la mise en charge et du temps. Par contre, on va repasser sur l'occlusion, sur le design implantaire, sur les surfaces implantaires, évidemment sur l'inflammation avec la mucosite, la périimplantite, et voir le plan de traitement et donc le traitement de ces complications. Tout d'abord, le projet implantaire doit être un projet prothétique. On va passer rapidement sur les problèmes liés aux défauts verticaux. Là, vous avez une patiente de 21 ans qui a un implant au niveau de canine qui est extrêmement loin, mais a été adressé pour le récupérer, éventuellement déplacer apicalement la gencive. On peut se poser la question de la dépose de l'implant. Les défauts horizontaux et le défaut au sens large de l'espace biologique qui vont évidemment être difficiles à traiter et à maintenir dans le temps chez tous nos patients. À la fois rapidement derrière la pose de la prothèse, mais aussi dans le temps, et peut être amené à déposer les implants. Il ne faut pas oublier donc que le projet prothétique est une finalité. Alors avant de définir les complications, on va d'abord voir les critères de succès implantaire, en se référant à Albrechtson de 86, avec une absence de mobilité clinique, une absence de radioclarté périimplantaire, une perte osseuse qui doit être inférieure à 0,2 mm après la première année de mise en charge, et l'absence de signes de symptômes cliniques tels que la douleur, l'infection, des neuropathies ou autres paresthésies. Et à partir de là, on pouvait estimer en 86 qu'on avait un taux de survie implantaire supérieur à 85% à 5 ans et à 80% en 10 ans. Donc c'est les taux de survie, c'est-à-dire que les implants sont là, la prothèse est mise. Après, est-ce que c'est réellement un succès et que nos patients sont contents et nous aussi? Ça, c'est un autre débat qu'on va voir. Quand on regarde le taux de survie avec l'article de Fleming en 2009, sur 10 ans, il nous présente plutôt des taux de 82 à 94%, avec une perte osseuse qui peut être de 0,7 mm à 1,3 mm par an, ce qui est quand même pas négligeable pour le dernier, avec évidemment des facteurs aggravants, comme le tabac, qui va être un risque ratio, qui va augmenter à 9,95%. 9,95% de plus de perte d'implants. Tout ça va être soumis au design implantaire. Quand on reprend les travaux de 90, évidemment, il faut un matériau biocompatible. On va essayer d'éviter les choses trop bizarres. Les revêtements de surface pour la pose de l'implant. Alors, il y a eu plein de conférences là-dessus. On peut se dire que maintenant, quasiment tous les implants fonctionnent, qu'ils soient surface lisse ou pas. Après, on verra avec Jean-Pierre, c'est lui qui va nous parler complètement tout à l'heure de l'état de surface, savoir si l'état de surface a une incidence directement sur la pose de l'implant, mais aussi sur sa longévité et sur le traitement des complications, notamment sur les périimplantites. Sinon, bien évidemment, on a des pertes osseuses qui sont liées à certains systèmes, notamment l'implant aiguille, que vous connaissez, et puis les cylindres creux, qui augmentent les échecs implantaires, et notamment la prévalence des périimplantites. Esposito nous avait dit que sur 1300 implants, tous les implants se valent. Là, on a quand même des doutes sur cela. Après, au niveau de l'occlusion. L'occlusion a été toujours quelque chose qui revient au niveau de la maladie parodontale. Est-ce que c'est un facteur étiologique? Et en tout cas, on va regarder au niveau de l'implant. Au niveau de l'implant, il n'y a pas vraiment de preuve histologique chez l'humain, parce que c'est quand même assez compliqué de poser un implant, de taper dessus et dire au patient qu'on va faire une bloc session pour reprendre l'implant. Par contre, on a des preuves histologiques chez le singe. Mais vraisemblablement, l'occlusion reste un cofacteur. C'est pas une étiologie primaire, c'est un cofacteur. Et quand on regarde cette patiente, effectivement, on a une patiente qui bruxe pas mal. On a cette espèce de petit plongeoir pour aller chercher le point de contact. Et malgré tout ça, de toute manière, vous allez avoir une inflammation qui va être aussi une infection, puisque quand on fait un prélèvement bactérien de PCR en temps réel, on s'aperçoit qu'on a des pathogènes bien connus, notamment le complexe rouge, et un peu moins pathogène le complexe orange, mais il va falloir traiter, évidemment, quoi qu'il arrive, l'occlusion
et l'état infectieux. Et par exemple ici, en 3 ans post-op, avec stabilité occlusale, éventuellement pose de gouttière, c'était le cas chez cette patiente, et traitement chirurgical autour de l'implant, on arrive à une bonne stabilité. On se reposera toujours la question évidemment du point de contact. Au niveau des implants avec les greffes osseuses, quand on regarde les études de Wallace en 2003, on a des taux de survie de 61 à 100%, ce qui est vraiment très très large en termes de survie. Quand on regarde plus en détail, en fait, toujours avec l'étude de Fleming de 2009, les taux de survie par rapport au système de substituts osseux ou de blocs d'os seuls ou autogènes, on s'aperçoit qu'on a des choses très très variables. Mais que vraisemblablement les substituts osseux seuls ont un meilleur taux de succès et qu'on peut estimer à peu près le taux de survie à 91% au niveau du sinus lift avec greffe. Alors ça reste quand même des études qui sont pas à si long terme que ça, parce que quand on parle du long terme autour des implants, on est sur des études qui sont entre 5 ans, 10 ans et pas beaucoup plus en général. Donc il faut se dire que c'est un taux de survie, moi je dirais plutôt à moyen terme. Il faut le comparer bien évidemment aux habitudes habituelles, c'est-à-dire par exemple le traitement endodontique. On voit qu'on a un taux de survie de 97%. Et que quand on traite nos maladies parodontales, on a un taux de survie de 88 à 97% de survie, et là c'est du long terme, c'est-à-dire que c'est des études sur plus de 30 ans. Et qu'on peut avoir des pertes osseuses par an de 0,07 mm à 0,14 mm, ce qui est quand même nettement en dessous. Et que là vous avez un patient par exemple que j'avais suivi en 97 et maintenant jusqu'en 2008. En 2008, on a eu une perte osseuse importante. Le traitement endo a été fait et on a une stabilité toujours en 2013. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a quand même déjà des systèmes et des techniques qui sont fiables en endo et en paro. Notamment aussi en lésion endoparodontale, ou sur cette dent, est-ce qu'il vaut mieux extraire pour poser un implant d'emblée, ou est-ce qu'il vaut mieux pas traiter le problème endo puis paro, avoir un système qui est plus ou moins esthétique, mais en tout cas le patient a ses dents. Mais quoi qu'il arrive, ça sera toujours plus facile derrière de réintervenir si on doit poser des implants. Et notamment au niveau esthétique, souvent en antérieur, quand on a des complications comme ça osseuses, il faut bien voir qu'on a souvent à moyen et long terme des résultats esthétiques qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que l'on voudrait, avec nos projets. Là, après une thérapeutique quasiment de 3 ans entre les implants, greffe osseuse, greffe gingivale, tout ce qu'on peut faire pour refaire du volume, la satisfaction de la patiente n'était pas là. On peut comparer ça aussi au traitement des lésions interradiculaires, où sur 9 ans, on peut s'apercevoir qu'on a 93,6% de succès et de survie de la dent sur 9 ans, donc ce qui est quand même pas mal. Et effectivement, on s'aperçoit que les thérapeutiques beaucoup plus actuelles ont des résultats encore nettement meilleurs. Donc on s'aperçoit que si on fait que du statistique, il n'est absolument pas indiqué d'extraire une dent qui a une lésion interradiculaire de classe 2, mais de traiter la maladie parodontale et de voir après, effectivement, si on doit passer au traitement implantaire plus tard ou pas. Alors, les complications. Donc là, les complications, on va regarder un petit peu ce qui peut se passer en termes de tissu mou et en termes d'os. Vous pouvez avoir des complications qui peuvent être primaires, notamment chez cette patiente. Vous avez la mise en charge qui n'a jamais été vraiment faite. Ça fait plus de 2 ans qu'elle est comme ça, parce qu'on a un état inflammatoire qui est arrivé très très tôt chez cette patiente. Il y a une prothèse adjointe qui a été mise en attendant, parce qu'on n'avait pas la laissé édenter. Et on s'aperçoit que malgré les traitements, en fait, on a toujours une fonte osseuse. Il est bien évident que là, on ne va pas non plus mettre en charge ces implants, et notamment l'implant au niveau de la 16, puisqu'on part directement dans le mur. On peut avoir des problèmes dès le début au niveau de la méthode chirurgicale. La méthode chirurgicale est déjà agressive pour l'os, puisque c'est l'ostéotomie. On va essayer de suivre les principes des années 80 et 90 en essayant d'avoir le moins de destruction osseuse, en ayant une température la moins possible, avec un forage sans irrigation le moins long possible. Mais on peut avoir des accidents aussi, notamment sur cette surface implantaire, on va l'avoir un petit peu de plus gros, où là on a une périimplantite qui peut être liée tout simplement à la forme de l'implant, puisque vraisemblablement lors de la pose de l'implant, l'implant a été homemade, un petit peu rechappé, puisque vous voyez que toutes les spires ont été abîmées. Donc là, évidemment, il faut reconstruire dessus, mais c'est un petit peu plus compliqué.
On a aussi des pratiques à risque de cette patiente de Paris qui m'a été adressée pour maintenir, parce qu'effectivement, là, on a un taux de survie, donc on est tout à fait dans les 91%. Ça va bien, l'implant est en place, la prothèse est en place, donc sur le papier, tout va bien. Mais la patiente, elle, est pas satisfaite. On a un état inflammatoire, donc là, qui est un petit peu stabilisé à force de faire du traitement non chirurgical dessus. Mais très clairement, on a une pratique à risque. Alors, comment définir notre objectif? Est-ce que notre objectif, c'est de faire ça? Et effectivement, on a un implant en bouche qui est fonctionnel, qui permet une bonne mastication. On a un relatif esthétisme de la reconstitution, mais effectivement, on a quand même un préjudice osseux relativement important quand vous regardez la rétroolaire et le scanner. Après, on peut avoir des fontes osseuses aussi, des greffes. Là, je vais vous enlever le petit carré, parce qu'on pouvait imaginer que dans ce petit carré, il y avait la greffe Onley, qui a complètement disparu. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a des grosses infections purulentes au niveau de ces implants. Alors, bien évidemment, ça va pas être très compliqué de les enlever. Hein. Mais les greffes osseuses, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce qu'on peut avoir quand même des surprises. Même chose au niveau de ce patient, où 2 ans après la pose du greffon et des implants, on a une exposition parce que le greffon est complètement nécrosé. Évidemment, on a un état inflammatoire, la gencive est partie. On a une épithélisation qui est en train de se faire autour du greffon. Là, on a toujours un taux de survie qui est très bon. Simplement, on est dans un échec de la santé du patient. Alors, c'est une photo, vous n'avez pas la litose, mais il y a une bonne halitose, hein, ça je peux vous le dire. Et ça le gêne, ça l'handicape dans toute sa vie. Donc là, très clairement, il va falloir tout débrider au niveau chirurgical. Stabiliser les implants, c'est pas bien grave, on sait faire, on va maintenir ça, mais très clairement, nos objectifs n'ont pas été atteints. On peut avoir aussi des insatisfactions tout simplement de nos patients par rapport à ce genre de thérapeutique. Donc chez cette patiente, on a un implant avec la radio qui est absolument magnifique, mais au niveau des tissus mous, on n'a jamais eu de stabilité autour. Donc il y a eu plein de provisoires, il y a eu tout ce qu'il fallait, mais c'est jamais stable. Et là, on peut le comprendre. Donc effectivement, il y a une demande esthétique qui est bien connue chez cette patiente et qu'on accepte, mais qui n'est pas si facile que ça à récupérer. On a des saignements et une demande esthétique chez cette patiente. On a des saignements à chaque brossage. On a un état inflammatoire qui est bien visible. Et effectivement, au fur et à mesure du temps, on va avoir une fonte osseuse périimplantaire et un état inflammatoire notable qui va créer une instabilité des tissus mous qui va être difficile aussi à récupérer le long de nos implants. Et là, on a problème d'esthétique, un peu de saignement, mais surtout un problème de douleur chez cette patiente, qui est une infirmière. L'implant est superbe. Le seul problème, c'est qu'elle a vraiment des douleurs qui sont insomniantes chez cette patiente. C'est une infirmière, donc elle me dit « je suis à peu près en EVA 8 ». C'est-à-dire que c'est une douleur que je n'ai jamais eue. Et là, le problème, c'est qu'on a une tension extrêmement importante de la gencive. L'implant est peut-être trop vestibulaire, je ne sais pas, mais tout déposer, rien que pour soulager la douleur, paraît compliqué. Donc en attendant, juste entre guillemets en urgence, on va mettre un greffon conjonctif pour stabiliser les tissus, ce qui permet, dès le lendemain, à la patiente d'avoir plus de douleur. Donc après, c'est absolument pas satisfaisant hein, en termes de profil, surtout devant Alain Borghetti et Virginie Monet-Corti sur toute la mucogingivale. Et là, on a ici sur le frein un conjonctif qui ressort aussi. Par contre, on a répondu à la douleur de la patiente, on a répondu à la stabilité au départ des tissus, mais qu'est-ce qu'on va faire derrière? On n'est pas bien. Sur ce même patient qui vient de Miami, il a en fait eu des problèmes différents. Vous voyez que dans le secteur 2, on a un petit état inflammatoire avec le début de la perte osseuse le long des implants. On voit que dans le greffon, ça se passe plutôt pas mal. C'est plutôt l'implant natif, on va dire. Par contre, de l'autre côté, dans le secteur 4, on a quand même des gros soucis. On a une fonte importante, il y a eu des réinterventions. Et on s'aperçoit en bouche, effectivement, qu'il y a eu la muqueuse qui a été replacée de manière un petit peu aléatoire sur la partie superficielle et vestibulaire de l'implant. Mais quoi qu'il arrive, on a une perte d'attache totale sur la partie vestibulaire. Donc là, même après avoir fait le traitement non chirurgical pour pouvoir faire une photo, parce que sinon c'était extrêmement inflammatoire, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune attache sur ces implants. Donc ça veut dire que concrètement, sur le moyen terme de ce patient et sur le long terme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va déposer ces implants? Qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'on va refaire une greffe?
Est-ce qu'on conserve ces implants en état en laissant les spires complètement à l'extérieur? Et ça, c'est très bien, ça nous va bien. C'est-à-dire que les implants sont fonctionnels, mais c'est un travail colossal pour maintenir cet état-là. Alors maintenant, on va passer à la complication la plus retrouvée, c'est les infections périimplantaires. Donc on commence par la mucosite, qui est une inflammation réversible des tissus mous périimplantaires, sans perte osseuse. Donc c'est la corrélation avec la gingivite est directe, bien sûr. Et on n'a pas vraiment de perte osseuse, on n'a aucune perte osseuse, pardon. À la périimplantite, on va avoir l'état inflammatoire qui va continuer, qui évolue comme de la gingivite vers la parodontite. Si on laisse faire la mucosite, on va avoir une périimplantite avec là une perte osseuse qui va au fur et à mesure nous faire perdre des fondations autour de nos implants, de tous les tissus durs et tissus mous, et qui peut aller jusqu'à la perte des implants. Donc là, l'implant était d'abord sur la radio parce que la patiente était venue en consultation, je lui ai redonné rendez-vous, et entre les deux rendez-vous, elle est venue avec l'implant à la main. Je vous invite à regarder l'autre implant, qui est en fait un bridge mixte. Vous voyez que là, il y a encore de l'os. On avait proposé de stabiliser la phase inflammatoire et infectieuse, mais à l'époque, ça n'avait pas été fait parce qu'à l'époque, la périimplantite n'existait pas. Quand on regarde maintenant la prévalence de ces infections, on a eu un consensus en 2008 qui présentait la prévalence de la mucosite extrêmement fort. On avait 80% des patients, 50% des sites. Sur la périimplantite, on est 28 à 56% des patients, 12 à 40% des sites. Avec des facteurs de risque bien connus et bien définis, l'hygiène défectueuse et le passé de parodontite. Donc là, on a une prévalence qui vraiment nous a mis les doigts dans la prise. On s'est dit, si un patient sur deux perd leurs implants, ça va être compliqué. Quand on regarde le consensus de l'EAO en 2012, les pourcentages étaient nettement moindres. 10% d'implants, 20% des patients. Avec les critères, niveau de perte osseuse qui va être comparé 3 mois après le post-op, et pas tout de suite, parce qu'on sait qu'on perd un petit peu d'os dès le départ. Avec les paramètres de l'inflammation qui sont un petit peu identiques à la maladie parodontale. Et les facteurs prédisposants sont toujours les mêmes, tabac, hygiène orale perfectible, antécédent de parodontite. Maintenant, quand on regarde le rapport de l'AAP en 2013, qui a été dirigé par Paul Rosen, sur différentes études, vous voyez qu'il y a pas mal d'implants. Hein, déjà, on arrive à 1000 implants sur certaines études. Sur le temps, on s'aperçoit que c'est pas si long que ça. Il n'y en a que 2 études, on arrive à 18 et 20 ans, mais tout le reste, c'est 5, 7 ans, 10 ans. Donc le long terme est assez court terme, en fin de compte. Alors eux, ils ont trouvé pour la mucosite des choses extrêmement variables. C'est-à-dire 21% à 38% des implants, et pour les patients, 31 à 59% des patients. Pour la périimplantite, extrêmement variable, 6% à 36% des implants et 11% à 47% des patients. Donc ça veut dire que toutes les études qui ont été répertoriées, en fait, ne peuvent pas être comparées. Et qu'on ne peut pas, à ce jour, vous donner un taux exact de périimplantite et de mucosite, parce que c'est absolument pas comparable. Mais on a un large spectre, et on sait qu'on a un problème, et qu'il va falloir le gérer. Quand on regarde 109 patients, donc en 2010, on s'aperçoit toujours que le risque majeur est d'abord la maladie parodontale, l'hygiène orale, puis ensuite le diabète, l'alcool, le tabac, l'hérédité, et peut-être les surfaces non lisses de l'implant. Jean-Pierre nous en reparlera peut-être un peu. Si on compare par rapport à la maladie parodontale, l'étiologie, les souches et la réponse de l'hôte, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que d'abord, c'est pas la même chose. On n'a pas de ligament. On a une hypovascularisation, c'est-à-dire qu'on va moins se défendre. Et puis on a un collagène dominant. Donc ça veut dire qu'on a des tissus qui vont pas forcément répondre à nos thérapeutiques. Par contre, les bactéries, elles aiment les implants autant que les dents. On s'aperçoit qu'on a une prolifération bactérienne autour des implants déjà à 2 semaines. Donc le biofilm est bien là. Premier acteur. Deuxième acteur, quand on regarde les facteurs, les indices d'inflammation, autour des implants comme autour des dents, on a de l'inflammation. Quand on prend le moyen diagnostic le plus prédictible qu'on puisse avoir, c'est-à-dire le sondage, c'est aussi prédictible sur la maladie parodontale que sur la périimplantite. On a une fonte osseuse, une perte d'attache importante autour des dents et autour des implants. Quand on regarde le sondage dans les études expérimentales, notamment chez l'animal, on s'aperçoit qu'ici, en 7 jours, on va avoir 0 à 2 mm de perte. Donc c'est quand même assez rapide. Ensuite, on a un autre phénomène, c'est que la maladie parodontale comme la périimplantite, en fait, va continuer le long de l'implant.
Là, vous retrouvez cet implant, le premier qui est parti tout seul, et le deuxième, vous avez déjà le résultat. C'est-à-dire que la fonte osseuse a continué. Et on peut voir une autre chose aussi qui a été mise en évidence par Chan et repris aussi par Renvert l'an dernier, nous a expliqué ça ici d'ailleurs dans ses murs, c'est qu'on peut avoir éventuellement aussi des périimplantites rétrogrades, ou je ne sais pas comment les indiquer en plus, mais vraisemblablement, là, quand il y a eu l'extraction, j'ai gardé, entre guillemets, l'apex de l'implant, et j'avais vraiment, au bout, un tissu inflammatoire qui est bien individualisé. Alors maintenant, est-ce que la maladie parodontale et la périimplantite sont régies par les mêmes schémas? C'est-à-dire une infection, une réponse de l'hôte, une variation du métabolisme, et tout ça influencé par des facteurs génétiques ou des facteurs non génétiques environnementaux. On s'aperçoit qu'en tout cas, on a un état inflammatoire, puisque là, sur les différentes coupes, c'est très visible. On a une invasion bactérienne des tissus, et là, on s'aperçoit en microbiologie qu'on va avoir exactement les mêmes souches. Donc, vous connaissez les complexes de Sokransky. À gauche, c'est les moins agressifs, jusqu'à droite, les plus agressifs et les plus pénétrants. Et en tout cas, on a aussi des souches qui sont uniquement autour des implants, comme pour les prothèses de hanche. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand on regarde l'étude de Montbelli pour les maladies parodontales qui nous disait qu'en fonction de ce qu'on voit, on était incapable de savoir contre qui on se battait, on se pose la question sur la périimplantite. Mais là, on sait qu'il y a des pathogènes qui sont uniquement autour des implants. Quand on regarde les travaux de Marion Evans, de toute manière, la maladie parodontale non traitée diminue très largement le pronostic, c'est ce qu'on a vu sur les différents consensus. Mais par contre, à l'inverse, si on traite le patient, il redevient un patient sain avec le même taux de survie. Donc ça, c'est extrêmement important et très motivant pour nous. Alors, est-ce qu'un patient est sain? On peut faire des prélèvements bactériens pour savoir s'il y a toujours des pathogènes, soit en culture, soit en PCR en temps réel. Là, j'avais publié dans Oral Microimmunologie pour comparer les différents types de prélèvements. Vraisemblablement, au niveau des implants, on peut peut-être se contenter de la PCR en temps réel, car c'est un moyen de diagnostic qui nous permet de savoir contre qui on se bat. Ici, chez cette patiente-là, on a une parodontite plus que sévère terminale. On regarde le prélèvement, on s'aperçoit effectivement il y a de quoi en termes de profil à risque. Donc là, si on extrait et qu'on pose des implants, on risque d'aller direct à l'échec. Donc autant traiter la maladie parodontale, stabiliser. Après, soit vous passez sur une thérapeutique implantaire avec des tissus qui sont stabilisés, soit ici, dans ce cas-là, vous mettez une facette en attendant. C'est ce qui s'était passé chez cette patiente. Mais je pense qu'il est intéressant de passer, dans certains cas où on a des doutes, à des prélèvements bactériens type PCR, où ici on a un profil favorable. Mais c'est une image d'un temps T0. C'est à ce temps-là, ça se passe bien. On verra plus tard, mais en tout cas, là, on ne prend pas de risque. Quand on regarde au niveau des virus, Djokovic nous a montré que sur le cytomégalovirus et l'Epstein-Barr virus, on avait aussi une prévalence importante, puisque vous voyez que sur 56 implants, on a 65% de cytomégalovirus et 45% de Epstein-Barr virus. Donc il y a une corrélation aussi significative. Alors maintenant, la maintenance, effectivement, est extrêmement importante, vous l'avez compris, puisque c'est la maladie parodontale qui peut être le plus préjudiciable. Et surtout là, sur cette étude de 14 ans, vous avez vu, c'est pas 1000 implants, c'est 999. Là, il n'a pas eu de chance, il n'est pas allé aux 1000. Là, ça correspond à nos patients. C'est-à-dire des patients qui n'ont pas de protocole rigoureux de maintenance. Donc, c'est tous les patients français. Et là, on arrive à une prévalence qui nous ressemble par rapport au cabinet. 48% de mucosite périimplantaire, 20% de perte osseuse supérieure à 3 mm et 7% de périimplantites qui sont non contrôlables. Quoi qu'il arrive quand on voit ça, il faut vraiment maintenir nos patients quand on a traité la maladie parodontale et maintenir les tissus périimplantaires. Alors maintenant, le traitement, on va faire ça assez rapidement. D'abord, la thérapeutique non chirurgicale. La thérapeutique chirurgicale sera développée par Jean-Louis Giovannoli. Quand on regarde les études, sur 437 études, seulement 24 ont été retenues. Le thérapeutique non chirurgical est efficace sur les mucosites, pas sur les périimplantites. On peut être plus efficace avec certains systèmes comme celui-ci. On va avoir un système ultrasonore pour ne pas abîmer l'implant, avec du plastique au bout. D'autres préfèrent des curettes en carbone, d'autres des inserts en carbone en forme de curette. Et on peut aussi utiliser les aéropolisseurs, notamment ceux-ci, supragingivales, mais aussi les aéropolisseurs infragingivales. Infragingivales parce qu'en fait, ça va nous permettre de passer
dans les poches périimplantaires, parce que vous avez une buse qui nous permet d'aller plus bas, qui va faire sortir en fait le jet perpendiculaire à l'implant, et donc on peut supposer être en tout cas dans le site qui nous intéresse et être plus efficace. Évidemment, il faudra choisir la granulométrie, puisque selon les différents systèmes, vous allez de 25 microns à 80 microns. Après la thérapeutique chirurgicale d'accès, je vais aller extrêmement rapidement. Elle est plus efficace, je vous disais, par rapport au non chirurgical. On peut se poser la question s'il y a vraiment une régénération osseuse, s'il y a des techniques supérieures les unes aux autres, mais en tout cas, vraisemblablement que les membranes avec les biomatériaux n'influençaient pas le résultat. Je voulais juste vous montrer ce cas-là sur une périimplantite à 2 ans. Alors 2 ans, c'est court. On est un petit peu embêté. Et notamment quand on lève le lambeau, on a une belle cratérisation alors que le biotype était très épais, hein, donc on avait tout ce qui était favorable. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal perdu. Donc biomatériaux, lambeau. On est plutôt content de la cicatrisation à 15 jours. Et voilà que la patiente revient à 3 ans. Alors là, on est encore doublement vexé. À 3 ans post-op, on a un état inflammatoire alors que les tissus ont l'air pas si mal que ça. Et là, on s'aperçoit qu'ici, vous avez un super morceau de ciment, en fait, qui est venu recréer une périimplantite expérimentale. Et je remercie vraiment le correspondant qui a fait ça, parce que ça m'a permis de faire une réentrée sur un site que j'avais opéré 3 ans avant, et de voir qu'effectivement, sur les côtés par rapport au cratère, on avait quand même une cicatrisation qui n'était pas si mal que ça en termes d'os et en termes de tissu, et que malgré la périimplantite expérimentale sur 2 ans, on a eu un résultat stable. Évidemment, on continue, on remet en place, et on s'aperçoit après qu'évidemment les tissus ne sont plus inflammatoires et sont pérennes dans le temps en faisant attention quand on recèle. Et là, on regarde à 4 ans post-op, on a une stabilité osseuse autour de l'implant qui a été retrouvée. On est content parce que quand on regarde les études de 2003, et j'espère que Jean-Louis va nous dire de donner de meilleurs résultats, mais quand on prend des vieilles études de 2003, les taux de succès restaient assez aléatoires, puisque 50% des implants étaient perdus à 5 ans, donc on n'était pas très bon. Alors à la fac, on s'était porté un petit peu sur laser, alors la mode, donc il y a Zaï Badran du département qui a traité ce cas-là. Et donc, vous pouvez voir ici la biblio, où Xavier est dessus aussi, à CM Chine. Et nous avons un très bon résultat autour de l'implant, mais c'est comme toujours autour du laser, c'est-à-dire on a un patient à 6 mois. C'est-à-dire qu'on n'a rien de plus. Et vraisemblablement, on aurait peut-être eu le même résultat sans laser. Et que comme tous les cas sur les lasers, on n'a pas de biblio qui sont fiables. Donc vraisemblablement, c'est pas la solution. Et quand on voit Montbelli qui nous parle de l'état de surface périimplantaire traité au laser, la destruction qui va même jusqu'à faire des trous, on pense vraiment que c'est pas la solution. Alors après, nos patients, ils évoluent dans le temps aussi, parce qu'on met les implants, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais quand ils sont plus âgés, ils ont peut-être une prothèse valvulaire. Et quand on regarde les recommandations de l'AFSAPS en 2011, le traitement non chirurgical, on n'a pas le droit de le faire. Donc on va être très embêté. Et des choses même plus récentes, où on a une périimplantite chez ces jeunes femmes de 31 ans, périimplantite qui est déjà pas mal, parce que vous pouvez voir au niveau mésial qu'on a une fonte osseuse relativement importante, et la patiente a des problèmes généraux qui font qu'elle est sous les NACO, c'est-à-dire les nouveaux anticoagulants oraux. Et là, le problème, c'est que quand on téléphone au médecin, il dit « Ouais, pas de souci, mais vous y touchez pas avant 7 mois. Il y aura peut-être une fenêtre thérapeutique à 7 mois. » Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas d'antidote aussi s'il y a des saignements prolongés chez cette patiente. Donc ça sera forcément le traitement non chirurgical. Alors un autre aspect aussi, qui était soulevé par les Américains, Paul Rosen forcément, de l'AAP, il nous disait, voilà, le traitement parodontal, c'est un certain prix, le traitement implantaire aussi, et le long terme, qu'est-ce que ça donne? Mais évidemment, le traitement parodontal coûte moins cher, il coûte moins cher aussi en termes de complications, quand on a à gérer, mais on s'aperçoit que la gestion des complications implantaires, sauf quand on a à enlever l'implant, où là on repart dans des sommes importantes, mais on n'est pas si mal que ça en fin de compte. Si on fait ce qu'on sait faire toujours en paro autour des implants, on n'est pas si mal que ça à 12 ans. Alors maintenant, je voudrais vous montrer juste quelques cas extrêmement rapidement, savoir à quel moment on doit extraire ou non nos dents. On a dit que la maladie parodontale était l'étiologie primaire des problèmes de la périimplantite. Donc sur cette dent-là, on extrait ou on conserve. En paro, nous, on conserve, on d'abord traiter le problème, plutôt que ces stigmates,
ou plutôt que ses effets. Donc là, on traite la maladie parodontale, ça va nous mettre dans de meilleures conditions, évidemment biologiques, dans de meilleures conditions de support au niveau implantaire. Même chose sur ce cas-là. Donc c'est la femme d'un confrère, donc on se met un peu la pression. On se dit qu'effectivement, si on pose les implants, on va être super haut, ou alors il faut vraiment reconstruire avant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on est prédictible? On l'est pas. Donc on se met à plusieurs pour se concerter. On va conserver, on va faire simple, on va se dire on ne sait pas. Par contre, on va traiter la cause. On va pas traiter les effets, on va traiter la cause. Donc même chose, on va faire un lambeau d'accès comme on sait faire tous les jours en paro, avec des comblements osseux, pour retrouver une stabilité des tissus osseux, où là on pourra s'exprimer. En tout cas, on a traité la maladie, on se remet dans de bonnes conditions. Si on sauve les dents, tant mieux, mais si on ne sauve pas les dents, on pourra poser des implants dans de bonnes conditions. Là, c'est un cas que j'avais publié dans Stratégie prothétique de 1997. Vous voyez qu'on a une parodontite extrêmement sévère. Qu'est-ce qu'on fait? On extrait tout, on met des implants. 10 ans après, évidemment en traitement parodontal, comme j'étais à l'école de Jean-Louis Giovanoli, c'est traitement parodontal et orthodontie, pour pouvoir assurer la stabilité. Et donc là, vous avez une contention avec des bridges Onlay aussi, pour stabiliser le calage postérieur, et évidemment la dimension verticale qui a changé, puisqu'on a ramené les dents. On s'aperçoit qu'à 15 ans, là, elle s'est mise aux implants. Là, on a mis les implants à 15 ans. Mais la patiente, elle était complètement stabilisée. La patiente, elle comprenait, elle avait une hygiène bucco-dentaire totalement irréprochable, vous pouvez le voir. Donc on était dans d'excellentes conditions pour poser nos implants, et vous avez bien vu qu'elle va en avoir d'autres. Mais on a gagné 15 ans. Et quand on voit par rapport au taux de survie, on passe à l'étape supérieure. Si on pose nos implants, on va avoir 10 ans de plus, et ainsi de suite. Je voudrais vous montrer aussi ce dernier cas, parce que nos thérapeutiques évoluent. Et la même chose, c'est une patiente de 26 ans qui a une parodontite sévère. Et cette patiente-là, on ne pourra pas poser des implants tout de suite, on l'a bien vu. On va faire le traitement parodontal, traitement orthodontique et stabilité des tissus. Alors maintenant, je ne sais pas si cette patiente va avoir des implants, sûrement des implants. Mais si nous, en plus, on améliore notre thérapeutique, peut-être qu'elle en aura moins. Elle va peut-être se retrouver exactement pareil que l'autre patiente. Mais en tout cas, on a répondu d'abord à l'esthétique de la patiente, on a répondu à la fonction, et surtout, on a répondu à la stabilité. Paro, traitement ortho, stabilité. Et même chose, les prélèvements bactériens sont bons. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais dire sur les complications périimplantaires, c'est que d'abord, il faut faire le diagnostic, savoir si on doit poser nos implants ou pas, dans quelles conditions, adapter nos thérapeutiques, que l'implantologie, c'est vraiment un formidable moyen de reconstituer l'édentement, mais ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif. Et que ce moyen-là, on est ravi de l'utiliser, mais pour prévenir toutes ces complications qui sont quand même relativement importantes, il faut d'abord complètement stabiliser la maladie parodontale, se mettre dans de bonnes conditions des tissus mous, des tissus durs, et évidemment maintenir à la fois la maladie parodontale et surtout maintenir aussi les tissus périimplantaires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voulais remercier aussi mon associé Guillaume Campard, ma collaboratrice le docteur Marteneau, qui assure la maintenance au cabinet et les assistantes. Et vous donnez évidemment rendez-vous à la Baule le 22 et 24 mai, comme l'a dit notre président Xavier Strouillot. Merci de votre attention.